Bonjour à tous, de l'Atlantique nous sommes passés au Pacifique à 2600 km à l'ouest de Buenos Aires pour arriver au Chili. Je vous parle aujourd'hui à partir du pittoresque petit port de Puerto Montt à 1000 km au sud de Santiago du Chili. La pêche, c'est quelque chose de très important pour le Chili. C'est le deuxième pays après le Pérou pour les prises de poissons. On y ramasse 10 fois plus de poissons qu'on ne le fait annuellement en France. L'hiver austral s'annonce très rigoureux. Nous sommes ici au début de la route qui va nous mener jusqu'à la Terre de Feu et nous n'avons pas de très bonnes nouvelles quant à l'état de ces routes. Il y a beaucoup de neige et elles sont en grande partie bloquées. Les raiders, quant à eux, sont dispersés aux quatre coins de l'Argentine et du Chili. Nous n'avons pas beaucoup de nouvelles d'eux. Ils ne sont que 3 aujourd'hui sur le plateau, mais nous aurons l'occasion de nous en expliquer tout au long de l'émission. Enfin, je voudrais vous dire que le raid a pour objet et pour but de vous faire découvrir des pays, de vous faire rencontrer des gens, de vous faire admirer des paysages, mais nous ne pouvons pas passer sous silence le contexte parfois difficile dans lequel nous nous trouvons plongés lorsque nous entrons dans les pays. C'est le cas pour Santiago du Chili et voilà pourquoi nous y avons promené une caméra éclair pendant 24 heures. Lundi dernier, la route est interminable, peut-être l'Amérique latine n'a pas de fin et la terre doit se confondre là-bas avec le ciel gris et bas. 1500 km de l'est à l'ouest, de l'Atlantique au Pacifique entre Buenos Aires et Santiago et avant de descendre 1000 km plus bas vers Puerto Montt. Dans le soir qui tombe sur la cordillère blanche, il y a encore nos rêves insensés et nos questions qui se bousculent aux portes de la frontière chilienne. Nous entrons dans notre dernier pays. Santiago du Chili, mardi matin. Les rayons de soleil de l'hiver qui s'installent. Notre première rencontre, un chauffeur de taxi. No, pero ¿qué piensan en París del gobierno de aquí de Chile? ¿Cae o no cae? ¿Termina el régimen o no termina? Nous étions venus poser des questions et voilà que ce sont les Chiliens qui nous en posent. Une seule préoccupation pour eux, que pense-t-on de leur pays, en Occident ? Notre passage éclair de 24 heures dans la capitale ne nous a pas permis de bien cerner toutes les données de la situation. Simplement quelques visites, quelques rencontres au hasard des rues. À la Victoria, par exemple, une de ces poblations qui illustre le mieux le mal chilien. Quartier de misère mal dissimulé par le régime en place, oublié de tous, mais toujours très actif les jours de manifestation. L'image type des 30% de Chiliens qui vivent avec moins de 400 francs par mois. Les enfants n'y mangent qu'une fois par jour, jamais de viande, rarement de lait. 80% des personnes sont employées dans les fronts de travail organisés par le gouvernement. C'est mieux que rien dans ce pays où le taux de chômage navigue entre 30 et 40%. 45 groupes de 10 familles isolées, pauvres mais la main tendue. Chacun se connaît, s'aide et s'organise. Des soupes populaires, des regroupements par rue, par quartier, des achats en gros pour payer moins cher. La vie qui se fait et se défait chaque matin et chaque soir. Nous voulions rencontrer ces gens pour qu'ils nous parlent de leurs espoirs, de leur avenir. En fait, unanimement, leur tête penche quelques mois en arrière, toujours vers la même photo, celle d'un avion qui ramène leur ami André Jarlan vers la France. 4 septembre 1984. Le père André Jarlan est tué dans sa chambre, quartier de la Victoria. La population est en état de choc et personne n'a oublié. Marcia, par exemple. Bueno, a mí me afectó mucho porque el padre Andrés era como un hermano. Le père André était un frère, un ami qui nous aidait et nous conseillait. De plus, il nous donnait toujours de l'espoir. Actuellement, André est devenu un symbole. Et il contribue en grande part à faire l'unité de la population, l'unité du quartier. J'ai vu par exemple un petit enfant de 5 ou 6 ans, quand il a visité la chambre, il a regardé la photo d'André, cette petite photo qui est là, il l'a prise, il lui a donné un baiser. Est-ce que André mort n'est pas plus dangereux ? Beaucoup plus, parce que, et on l'a vu justement le jour de l'opération de ratissage qu'il y a eu le 15 novembre, où les carabiniers, dans beaucoup de foyers, se sont acharnés à enlever, à arracher la photo d'André.
Les manifestations se soldent par de violents affrontements. La panique facilite la confusion. Balle perdue ou pas, la mort du père Jarlan a rassemblé les foules. Le pasteur est devenu héros pour guider les fidèles égarés et servir la cause des pauvres. À quelques mètres d'ici, l'évocation d'une autre protesta, au cours de laquelle une mère a perdu son fils, Miguel. Les carabiniers lançaient des bombes. Alors je suis sorti pour appeler mon fils. Il était en train de crier. Et à ce moment-là, il a reçu une balle. ¿Usted cosa espera ahora para el futuro de toda la población? Esperamos que el futuro sea más humano, que sea menos violento, que haya más amor entre los hermanos. Mardi matin, le palais de la Moneda. Soleil, hiver, calme. Et l'histoire qui se voile derrière les murs. 11 septembre 1973. Coup d'état militaire, mort d'Allende. 11 septembre 1980. Référendum, 67% des électeurs favorables au maintien du général Pinochet. 11 mai 1982. Journée de protestation sans précédent. 23 juin 1983. Grève générale illimitée déclarée par les syndicats, y compris celui des camionneurs. La violence, l'état de siège, la crise économique. Il nous fallait la réponse du gouvernement derrière ces murs et ces cours nouvellement refaits. Aujourd'hui, le gouvernement pense sérieusement à lever l'état de siège car l'activité extrémiste est maintenue à un niveau acceptable et nous pensons que la frange modérée de l'opposition a compris que sa stratégie d'inciter à la violence n'a pas apporté le résultat qu'elle espérait. L'histoire a montré que la révolution communiste ne peut exister que dans la violence, ce qui s'est passé dans le pays dans les années 72 et 73. Le dossier n'est pas fermé pour autant. Autre préoccupation essentielle pour les gouvernants, le tremblement de terre qui a secoué le Chili. Rappelez-vous, c'était au mois de mars dernier. Une catastrophe dont se serait bien passé le Chili. Le séisme a frappé des régions qui fournissent de 65 à 70% de la production économique nationale. Bilan, un préjudice estimé à 1800 millions de dollars. Jour après jour, mur après mur, la reconstruction. Tout est remis sur pied, les usines, les centrales thermiques, les tunnels et les voies de chemin de fer. Nous avons travaillé sur plusieurs fronts. En premier lieu, il fallait garantir les problèmes de logement. 1 million de personnes étaient sans abri. Ensuite, il a fallu réorganiser les services publics élémentaires tels que l'eau, l'électricité, ainsi que l'approvisionnement de produits alimentaires essentiels. À Milipilla, l'école est reconstruite, car ici au Chili, l'éducation est une véritable obsession. Et quelques chiffres récents sont venus atténuer la rigueur de la situation. Un des taux d'alphabétisme les plus élevés de l'Amérique latine et un taux de mortalité infantile en régression, 20 pour 1000 en 1984. Résultat encourageant pour un peuple qui ne baisse jamais les bras, malgré le doute et la crainte, et qui ne cesse d'espérer. Bonjour Noël à Paris, je crois qu'aujourd'hui, en tant qu'invité, vous avez à vos côtés quelqu'un que je connais bien et qui est un passionné d'aventure. Bonsoir Didier, je comprends que vous le connaissez, il s'appelle Philippe de Dieuleveux, il a été l'un de vos challengers en 1978 lors de la course autour du monde, que vous avez gagné cette année-là d'ailleurs, et je me souviens, je suivais cette émission comme beaucoup de téléspectateurs, puis plus tard, Philippe devint le héros de l'aventure, un petit peu le Tintin des temps modernes, c'est ce qu'on disait dans la presse, à l'occasion de l'émission qui précédait celle-ci, qui s'appelait La chasse au trésor. Vous avez eu beaucoup de succès, Philippe, et je suppose que vous avez beaucoup de choses à dire à Didier que vous connaissez bien et que vous suivez maintenant. Je vais donc faire preuve de discrétion, m'effacer et vous laisser dialoguer. Oui, moi ça me fait très plaisir en effet de pouvoir t'adresser la parole, surtout que je me trouve sur un plateau et pendant quelques années j'étais à ta place sur le terrain. Bon, je te souhaite bon courage, je crois que tu en as. Ça me fait plaisir parce qu'on était concurrents, mais on s'était déjà rencontrés, rappelle-toi, en Amérique du Sud, à Lima, au Pérou.
Et on s'était serré la main pendant la course autour du monde. Je n'ai malheureusement pas suivi beaucoup d'émissions du Grand Raid, je n'ai pas pu, mais en tous les cas, à chaque fois que je la regarde, j'estime ton comportement et je te dis bravo, tu gardes le moral jusqu'au bout, bravo. Pour ceux qui ont la télévision en couleur, je suis en train de rougir. Bien. Malheureusement, lorsque tu reviendras de ce Grand Raid, je serai moi-même en Afrique. Je pars pour 2 mois faire un grand voyage, mais après, on se rencontre. Explique-nous, Philippe, quel va être ton grand voyage. Oui, nous partons tout début juin, là, dans quelques jours, pour traverser de l'océan Indien à l'océan Atlantique par les fleuves, 5000 km par les fleuves, en traversant la Tanzanie, le Burundi et le Zaïre, avec Gérard Daboville et une équipe de 12 personnes en opération survie. Ça va être une belle aventure. Là. Une épreuve très physique. Tout à fait, oui. Bien, on va regarder le premier reportage des apprentis aventuriers. C'est le reportage des demoiselles de Télé Monte Carlo, Didier. Alors pour Télé Monte Carlo, aujourd'hui, il n'y a que Christine Demont. Première question, où est passée Guylaine? Guylaine doit ramener la voiture ici parce que moi je me suis débrouillée pour aller faire un film à Santiago et Guylaine devait arriver avec la voiture et puis je pense que la route était très longue et elle va pas tarder à arriver. Pour le moment, je crois qu'elle est encore coincée quelque part en Argentine. Oui, je pense qu'elle doit être quelque part en Argentine, après Buenos Aires, vers le sud, en direction d'ici, Puerto Montt, mais pour la localiser, c'est tellement grand. Il faut encore que l'école frontière soit ouverte, voilà, car ils sont très enneigés en ce moment. Alors, tu nous présentes le reportage que tu as effectué toute seule, comme une grande, à Buenos Aires. Oui, ce film, j'avais commencé à le tourner à Salta. Et en fait, j'avais pris quelques plans et j'étais dans Salta avec ma caméra. Et il y a une petite fille qui est venue vers moi et qui a éclaté en sanglots. Et alors je l'ai consolée, puis elle essayait de me dire quelque chose. Et puis au bout d'un moment, elle m'a expliqué son histoire. Son père avait disparu. Elle était allée sur la place de Mai, elle avait rencontré des femmes. Elle leur avait serré la main très très fort. C'était très significatif. Et alors j'ai décidé de faire un film sur les enfants de la place de Mai. Il y a eu les mères, il y a eu les grands-mères, et avec les grands-mères, il y a les enfants de la place de Mai. Le reportage présenté par Christine Demont, Les enfants du silence. Mon père a disparu il y a 4 ans, mais je ne l'ai su que l'année dernière quand je suis allée à une manifestation de la place de Mai au mois de février. Mon père était de Tucumán. Ma mère et ma grand-mère, qui me l'ont dit, sont restées à Buenos Aires pour faire des recherches avec le groupe des mères et grand-mères de la place de Mai. Quand j'étais sur la place, j'ai serré très fort la main des femmes de la place de Mai. Comme tous les jeudis, la Plaza de Mayo de Buenos Aires et les différentes places d'Argentine vivent au rythme de ces femmes, coiffées de leurs foulards blancs. Ce sont les mères, mais aussi les grands-mères de disparus, qui exigent la réapparition en vie de leurs enfants. 10 000 morts, 30 000 disparus, mais aussi plusieurs centaines de naissances. Le 30 décembre 1977, comme toutes les années, j'attendais la visite de mes enfants pour les fêtes du Nouvel An. Je suis la mère de Alfredo Moyano et Maria Asunción Artiga de Moyano, sa femme. Ce jour-là, ils ne sont pas venus. Alors je suis allée chez eux les chercher et savoir ce qui se passait. Quand je suis arrivée chez mes enfants, j'ai appris par les voisins qu'ils avaient été embarqués à 3 heures du matin. J'ai fait ce que tout le monde a fait. Par exemple, je suis allée dans les commissariats et les casernes. J'ai voulu y porter plainte, mais elles n'ont pas été acceptées. J'ai fait appel aux grands-mères de la place de Mai qui avaient formé un groupe en 1978 et nous avons commencé notre enquête. On a cherché à avoir des nouvelles de mes enfants et surtout de ma belle-fille qui était enceinte. Après 1 an, j'ai su par quelqu'un qui était dans le même camp de concentration qu'eux que le 25 août 1978 était née ma petite fille, Laetitia Veronica. Ma petite fille est née à midi et à 20h on l'a enlevée à sa mère pour soi-disant me la confier. Mais je n'ai jamais eu de nouvelles. Il est plus que probable que ce soit un militaire qui l'ait enlevée, mais ce n'est pas clair. Aujourd'hui, je continue les recherches et j'espère toujours retrouver ma petite fille, qu'elle me soit restituée.
Ma petite fille a toujours ses grands-parents maternels et paternels et toute une famille pour s'occuper d'elle. Je continue à penser que ma petite fille a été volée, comme tous les autres enfants de disparus. Il y a eu nos enfants, mais aussi nos petits-enfants. Laetitia fait partie des nombreux enfants adoptés en Argentine. Mais pour Laetitia et tous les autres enfants nés en camp de concentration et arrachés à leurs parents, on ne parle plus seulement d'adoption, mais du syndrome d'abandon forcé. Moyen de pression auprès des parents, symbole de répression, ils sont devenus les victimes d'une guerre d'adultes et demeurent introuvables. Pourtant, pour toutes les grand-mères, une lueur d'espoir s'était formée avec la chute de la dictature militaire et les mesures prises par la démocratie argentine. Le procès du siècle, le procès des généraux jugés par un tribunal militaire. Un défilé de témoins, des semaines d'audience, mais une vérité qui ne sera jamais entièrement divulguée. Les généraux servent de bouc émissaire à l'ensemble du système et préservent intact tout le système répressif. Les condamnations seront certainement connues en 1986 et une amnistie générale suivra. Alors face à cette impuissance, c'est une lutte de tous les jours et d'éternelle recherche. Un certain nombre d'enfants ont pu être identifiés, localisés dans des familles et parfois récupérés par leurs grands-parents. Un bonheur retrouvé, mais que bien peu connaissent encore. Laetitia aura 7 ans au mois d'août prochain. Un anniversaire bien triste à fêter quand on se retrouve seul face à cette année d'ignorance. Alors dans chaque enfant, on reconnaît le sien, mais il reste toujours les enfants du silence. Philippe, voilà qui rappelle un film de Costa Gavras qui s'appelait Missing, qui n'avait pas trait à l'Argentine mais au Chili. Et finalement, on se rend compte que c'est le même problème. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que nos raiders ne s'intéressent pas qu'aux exploits, mais ils promènent leur caméra dans la réalité du pays qu'ils traversent. Oui, tout à fait. L'Argentine, bon là c'est le premier sujet. C'est sûr qu'en venant au Grand Raid, je voudrais voir des images de l'Argentine. Là c'est un petit peu restreint, mais je trouve ça fantastique quand on a entre 18 et 24 ans, faire le tour du monde et découvrir les réalités de notre planète. Il se passe des choses dans certains pays. Donc moi je trouve ça fantastique quand on a 18 ans de s'intéresser à ce genre de problème parce que ça existe et il faut le savoir. Après, je crois qu'on peut avoir l'esprit plus ouvert. Alors je crois savoir que Christine et Guylaine étaient très inquiètes de l'opinion que tu avais à propos de leur sujet. Est-ce que vous êtes satisfaite de cette première réflexion avant la notation ? Bah écoutez, on ne sait jamais quel jugement les jurys peuvent porter. On espère toujours que nos reportages plaisent, alors je sais pas, j'espère que Philippe a aimé ce film. Il a l'air d'avoir aimé, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Je trouvais intéressant que vous vous intéressiez à ce sujet, parce que c'est quand même assez dramatique. Philippe, on va procéder à la notation, en commençant par notre ami Bruno Albin pour Antenne 2. Alors, ma notation maintenant, 8, 5, 4, 4, 8, un total de 29 points. José Sacré, vous ne noterez pas puisque vous représentez Télé Monte Carlo. C'est donc à Sophie Eke maintenant pour RTL Télévision. J'ai beaucoup ressenti l'émotion que vous avez très bien su faire passer, les filles. 8, 4, 4, 4, 8 pour un total de 28. Que nous dit Vincent Philippe pour la Suisse romande ? Moi, j'ai découvert un aspect du drame des disparus d'Argentine que je ne connaissais pas bien, ou pas du tout, celui des enfants. Et j'ai été aussi touché par ce film. Mes notes, 7, 5, 4, 4 et 9, ce qui fait un total de 29. Enfin, Jean-Louis Boudou pour Radio-Canada. Oui, je pense que Christine, vous en êtes très bien sortie parce que vous êtes partie d'un sujet qui est assez connu quand même, les disparus, et vous avez réussi à cerner autour de cette femme et autour de la recherche de ses petits-enfants. Les notes 7, 4, 4, 4 et 10, ce qui fait 29. Pour un total, Roger Bourgeon, de 115 points. 115 points, ça part bien, vous êtes très bien noté. Nous allons maintenant passer au deuxième sujet du programme d'aujourd'hui avec RTL Télévision, Didier. Oui, en tout cas, je peux vous dire, j'étais à Buenos Aires au même moment que Christine. Et quels étaient les endroits où je me suis déplacé, elle était partout, Christine. Partout, partout, partout. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs Christine Demont, en fait, dans l'équipe du Raid. Pour RTL, Serge Gorielli. Alors, première question, là aussi, où est-ce qu'est passé Philippe Remakers ? Philippe Remakers, toujours le même problème avec lui. Où est-il passé ? Alors, Philippe, on s'est quitté à Buenos Aires, où je l'ai laissé dans un milieu très spécial. Je me suis dirigé vers Valparaiso, et puis on s'est donné rendez-vous ici, aujourd'hui, à 7 heures. Et puis,
il doit être quelque part entre Buenos Aires et ici, peut-être à 2000 km d'ici, peut-être à 5 km, mais j'en sais pas plus. Oui, alors nous en reparlerons justement à la fin de l'émission, car Philippe Remakers, depuis plusieurs semaines, ne nous fournit pas tous les films qu'il doit nous fournir et qu'il est un peu en danger après 2 avertissements. Il nous avait promis d'être au plateau aujourd'hui et je constate qu'il n'est pas là. Il reste encore quelque chose comme 3 quarts d'heure à peu près. J'espère que Philippe nous rejoindra avant la fin de l'émission. Sinon, je crois que nous serons obligés d'évoquer le règlement, Serge. Alors, tu nous présentes le reportage. Oui, alors je me suis rendu, c'est un reportage que j'ai fait en Argentine, dans la région de Cordoba. Je me suis rendu dans un petit village appelé La Cumbrecita. Et ce qui m'a plu dans ce village, c'est un côté européen. On sait que l'Argentine a été, disons, colonisée ou peuplée par différents peuples européens, que ce soit les Italiens, les Espagnols, les Allemands, les Anglais ou autres. Et ce qui m'a plu, c'est de redécouvrir une Europe qu'on ne peut plus retrouver tellement en Europe, je crois. Le film présenté par Serge Gorielli, ambiance gothique. Ich empfinde Deutsch, wie ich bin auch noch Deutsche geblieben. Aber Argentinien ist meine zweite Heimat geworden. Und nachdem wir hier dieses aufgezogen haben und das sozusagen unser Kind geworden ist, sind wir natürlich hier in La Cumbrecita, fühlen wir uns hier wie in der Heimat. C'était en 1934. Mes 2 frères ne voulaient plus rester là-bas avec Hitler au pouvoir. Ils sont alors arrivés en Argentine. Puis ici, près de Cordoba, ils ont acheté un terrain dans une région déserte, sans arbres, sans rien. Un de mes frères construisit une maison, l'autre planta des arbres. C'est ainsi que nous fûmes les premiers pionniers de la Cumbrecita. Nous nous sentons très bien en Argentine. La population ici dans la montagne est très aimable et très chaleureuse. Nous leur avons un peu appris à travailler. Nous leur avons aussi fondé une école. Ils devinrent pour la plupart artisans, charpentiers ou maçons. Ils ont toujours pris part aux constructions qu'il y a eu ici. Non, je ne voudrais plus vivre en Allemagne, pas plus qu'en Europe d'ailleurs, car le développement qu'a pris l'humanité en Europe ne me plaît pas. Les Européens sont superficiels, ils ne vivent que pour leur plaisir. Ils ne sont plus que des matérialistes invétérés. Il se passe tant d'horreurs dans le monde que tout le monde connaît, et ils veulent les ignorer. Tout cela ne me plaît pas, et c'est pour cela que nous préférons vivre en Argentine, où ces attitudes-là n'existent pas encore. Si en général, les Argentins d'origine allemande sont assez nombreux, la Cumbrecita est le seul village vraiment allemand en Argentine. Peuplé d'une 60aine d'habitants, ici, on parle encore allemand avant l'espagnol.
Mais reste à savoir si à la Cumbrecita, les générations à venir, comme leurs parents, se sentiront allemandes avant que d'être argentines. Wir haben beide denselben Stern und dein Schicksal ist auch meins. Du bist mir fern und doch nicht fern, denn unsere Seelen sind eins. Et oui, à croire qu'il faut être déraciné pour retrouver ses origines. Les Européens s'expatrient et c'est lorsqu'ils sont loin de leur culture originelle qu'ils y repensent et qu'ils la mettent en valeur. Ça t'intéressait, Philippe? Ça m'a pas passionné, mais je trouve ça quand même un exemple, je trouve ça fantastique. Quelqu'un qui ne se sent pas bien quelque part, prend ses valises et va retrousser les manches pour travailler ailleurs. Donc je trouve ça intéressant. Moi, je m'adresserai plutôt à Serge, parce que je sais qu'il a eu des problèmes au début de ce grand raid, et je sais qu'il n'est pas tellement aidé par son coéquipier Philippe. Alors, donc tourner tout seul, travailler tout seul, alors que les autres sont à deux, il faut du courage, donc continue, et puis tu verras que le tour du monde que tu fais, ce sera un merveilleux souvenir. Donc ce sujet, moi, personnellement, je ne l'ai pas, très très bien perçu, mais continue. Bien, nous allons procéder à la notation, Serge, si tu le veux bien, en commençant par Bruno Albin pour Antenne 2. 7, 3, 4, 3, 8, total 25. Que nous dit José Sacré pour Télé Monte Carlo? Moi, j'ai trouvé cette ambiance gothique tout à fait sympathique. Voici les points. 8, 3, 3, 3 et 8, ce qui fait un total de 25. Bon courage, Serge. Sophie Eke, vous représentez RTL Télévisions, vous ne notez pas, mais en la circonstance, c'est plutôt bien pour vous parce qu'il y a un problème avec RTL. Nous passons à la Suisse romande avec Vincent Philippe. Moi, ce qui m'a frappé dans ce que disait cette vieille Allemande, c'est que l'exil est un miroir déformant. Ce qu'elle dit sur l'Europe n'a plus grand rapport avec la réalité, c'est très touchant. Et j'ai beaucoup aimé l'avant-dernier plan, ces 4 enfants qui montrent le passage de l'Europe à l'Amérique du Sud. Mes notes, 7, 4, 4, 4, 7, total 26. Jean-Louis Boudou pour Radio-Canada. Oui, ne te décourage pas, Serge. Ceci dit, le reportage, je trouve qu'il y a une atmosphère qui est bon enfant et à la fois grave parce qu'on parle d'immigrés qui sont tous toujours un peu déracinés. Et ceci dit aussi, ça a déjà été fait, évidemment, c'est un sujet qui n'est pas très, très original. Les notes 6, 4, 3, 3 et 9, 25. Pour un total, Roger, de 101 points. 101 points. Philippe, lève la main, il veut dire quelque chose. J'ai vu des paysages de l'Argentine. Encore une fois, c'est un pays que je ne connais pas, mais j'ai vu des paysages et j'ai vraiment envie d'y aller. Ça a l'air d'être tout à fait vert, des grandes rivières qui passent, fabuleux. J'espère que tu tenteras une aventure plus tard. Didier, avez-vous des nouvelles de Philippe Remakers? Est-ce qu'il est arrivé depuis tout à l'heure? Écoutez, je regarde ma montre, là, l'heure tourne, Philippe Remakers n'est toujours pas là, alors je ne sais pas ce qui se passe. Ce que je sais simplement, c'est qu'il devait nous rejoindre en voiture et que les voitures, une nouvelle fois, ont eu des incidents mécaniques. Il va falloir donc apprécier la situation, mais pour le moment, Philippe Remakers n'est toujours pas là. Un petit mot de Serge. Oui, je voudrais quand même vous remercier, vous dire que je suis très sensible au fait que vous soyez sensible à toutes mes sensibilités et ce que je peux éprouver ici. Voilà, merci. Alors, Didier, on est d'accord, on regarde nos montres tous les deux et on compte jusqu'à la fin de l'émission. Si d'ici là, Philippe n'est pas revenu, Philippe Remakers n'est pas revenu, alors nous ferons appel à Roger Bourgeon, le directeur de la course, qui nous dira quelle est l'attitude que nous devons tenir. Voilà, alors 2 autres absents maintenant, l'équipage SSR, Alain Margot et Alexandre Beauchâté. Une précision cependant, il était convenu avec la rédaction en chef sur place qu'ils pouvaient se dispenser d'être présents sur le plateau car ils ont des films de réserve et ils ont quand même remarquablement bien travaillé au cours des dernières semaines. Donc le cas est différent. Alexandre et Alain m'ont laissé un petit papier concernant leur sujet. Je vous signale qu'il tourne en ce moment même à l'île de Pâques. Peut-être est-ce un dernier Rakam-Legum, je ne sais pas. Nous le verrons dans les semaines qui viennent. Dans les rues de Buenos Aires, nous écrit Alexandre Beauchâté. Il suffit de regarder le visage des gens pour savoir s'ils ont été touchés directement ou indirectement par des événements sociaux, politiques ou matériels. Nous avons rencontré une jeune fille qui visiblement voulait nous parler de sa vie et surtout de son passé. Reportage proposé par l'équipage SSR, la photo.
drop. Don't let the music stop. Feel the pressure drop. Don't let the music stop. Don't lose control. Feel the pressure drop. Don't let the music stop. Feel the pressure drop. Don't let the music stop. Don't lose control. Nous allons chanter. Juste le chant. Vibrant. Ce sujet, bon, on aime ou on n'aime pas, donc je ne dirai rien pour ne pas influencer le jury, mais je parlerai au niveau vidéo. Je trouve ça fabuleux qu'en quelques jours, ils ont dû travailler sur 2 jours, ils puissent réussir un clip vidéo que des professionnels pourraient mettre des semaines et des semaines à réaliser. Je suis, comment dirais-je, ébahi sur la qualité, parce que c'est tourné en VHS, et je crois que Jean-Michel Boussaguet, qui réalise cette émission, je ne sais pas comment il a réussi à faire passer ce VHS avec une telle qualité à la télévision. Donc oui, vous savez je dis bravo. Vous savez que chaque semaine, Jean-Michel et les monteurs de l'émission font un véritable miracle parce qu'ils arrivent à donner un rythme et une présence à ces sujets lorsqu'ils sont travaillés très techniquement, tout à fait remarquable, qui est digne des meilleures émissions professionnelles. Et ce grand raid m'intéresse beaucoup parce que je vais partir avec justement du matériel vidéo très léger. Alors, bonne leçon. Alors Didier, tu appelles depuis un petit moment, là tu es très impatient. Qu'est-ce que tu veux nous dire ? Non, je voulais justement revenir à la vidéo. Avec Philippe, nous avons connu dans des temps très anciens le Super 8 et on était obligés d'envoyer nos bobines. Et l'angoisse, c'était justement d'attendre le résultat du développement. On ne pouvait jamais vérifier les images. Et il faut dire que c'est un des points les plus fantastiques de ce raid, c'est que sitôt les reportages terminés, les raiders peuvent s'enfermer sous leur tente ou dans l'hôtel le plus proche pour visionner justement les images. C'est-à-dire qu'ils savent exactement ce qu'ils envoient. Et les temps changent, les temps changent. On aurait été meilleur quand même. Allez Bruno, on va commencer par vous pour Antenne 2. Il faut qu'on se presse un petit peu si vous le voulez bien parce qu'on est très bavard, c'est très intéressant. Mais soyez gentils d'être un petit peu bref dans vos commentaires. Alors je suis bref, 8, 3, 4, 3, 8, total 26. Voilà, José Sacré pour Télé Monte Carlo. Moi, je trouve le sujet super. Non, mais c'est vrai, bien, très très bien fait. Il maîtrise parfaitement la technique, le matériel, c'est bien. Il y a une chose qui m'a choqué, c'est que la musique est la même du début à la fin. Je crois qu'une rupture dans la bande-son aurait été du meilleur effet. Les points, 7, 3, 6, 2, 9, total 27. Sophie Eke pour RTL Télévision. Fiction réelle mais brève. 6, 3, 6, 3, 9 pour un total de 27. Nous passons par-dessus les lunettes de Vincent Philippe pour la Suisse romande et nous passons la parole maintenant à Jean-Louis Boudou pour Radio-Canada. Pour être bref, je dirais que c'est un autre clip, mais celui-là, il est bien construit et il y a une histoire, il y a un fond. Alors 7, 4, 4, 3, 9, 27 points. Pour un total de 107 points. 107 points, ce n'est pas si mal. Didier, toujours pas de nouvelles de Philippe Remakers ? Toujours pas de nouvelles, mais par contre des nouvelles du temps, c'est le déluge. Nous allons couler. Alors nous sommes abrités très rapidement avec beaucoup d'admirateurs du Grand Raid. Francis Lévesque, première question, où est passé Robert Bourgoin? Encore un absent. J'étais sûr que tu allais me poser cette question-là. Sans blague. Robert, il ramène la bagnole de Buenos Aires à Puerto Montt. La voiture. La voiture, bon, excusez.
C'est encore une voiture. D'accord. Oui, enfin, ce qu'il en reste. Oui. Alors, on ne sait pas où il est. C'est comme Guylaine, c'est comme Philippe. On attend des nouvelles. Ils peuvent arriver maintenant, ils peuvent arriver demain. Nous, à Buenos Aires, le film de cette semaine, on a regardé En direction du ciel, En direction des toits. On a vu qu'il y avait des choses pas mal intéressantes qui se passaient. Oui. Bon, je veux dire surtout ceci, c'est que le passage du Grand Raid en Argentine, ça a donné des films sur la dictature militaire, les problèmes politiques, économiques, etc. Mais on s'est rendu compte, nous, que les Argentins savent quand même rigoler et surtout, ils savent rire de certains de leurs problèmes. Venez rigoler avec Francis Lévesque dans le reportage intitulé « Opération clandestine ». Hello? The winds are calm in the channel. The boat will sail at midnight. Listen very carefully to me. I don't have much time and I'm being watched. You're being watched by who? I have your pictures. Thank you. You don't know what this means to me. Do you want my money? Of course I do. Meet me in an hour. Position A, cruise MC. Vous vous demandez ce que sont tous ces câbles qui forment presque un toit opaque au-dessus des rues du quartier de la Finance. Ce sont des lignes de téléphone clandestines. Elles ne sont pas reliées au système de téléphone de la compagnie. Des dizaines de milliers d'installations sur lesquelles la société d'État, Entel, ne perçoit rien. Au centre de toutes ces manœuvres, on suspecte des employés de la compagnie de profiter de leurs compétences et de leur accès facile aux installations. Le marché est bien simple. Vous avez besoin d'une ligne? On vous réfère à quelqu'un qui ne peut pas vous aider pour moins de 60 000 pesos. Il vous prête pendant la journée la ligne d'un usager dont le compteur indique qu'il n'utilise jamais son appareil durant ses heures. Ou celle d'une entreprise commerciale pendant la fin de semaine. Il peut aussi débrancher une ligne existante et vous la donner. Sans pouvoir utiliser son téléphone et sans comprendre ce qui lui arrive, le malheureux abonné devra payer pour tous vos appels. En 1979, l'entreprise nationale de télécommunications lance le projet Opération Ciel. Objectif, couper toutes ces lignes et les remplacer par des câbles de la compagnie. En 1985, toujours pas de résultat. Les principaux acheteurs illégaux sont graciés. Vouloir les retirer arbitrairement serait absurde, parce que cela bouleverserait toute la situation financière de Buenos Aires. Au contraire, on voit le développement d'un réseau de téléphones parallèles qui offre de l'emploi à tous ceux qui savent être discrets, courageux ou non. Aucun danger d'accusation criminelle. Tout au plus le risque d'une amende pour infraction civile. Parce qu'en fait, ces malfaiteurs rendent aussi service à la société. Le délai normal pour obtenir une ligne est de 5 ans. Mais dans certains cas, ce délai peut atteindre plus de 30 ans. Carlos Marietti travaille depuis plusieurs années comme téléphoniste. Aujourd'hui, c'est un anniversaire particulier pour lui et sa famille. Juin 1967, il demandait l'installation d'un téléphone à son domicile. Juin 1985, il l'attend toujours. D'autres, plus prévoyants, cherchent à éviter les délais. Après l'accouchement, ils iront déposer une demande de ligne téléphonique pour le nouveau-né. Si tout se passe bien, ils espèrent ainsi la lui offrir pour ses 25 ans. Et je vais vous dire que le besoin de se communiquer, c'est si fort pour l'être humain qu'il va toujours faire des choses ou pas honnêtes, ou dangereuses aussi même, ou des sacrifices. Un besoin vital qui, en 1985, ne devrait plus ressembler à une opération clandestine.
avez aimé ce reportage, une question à nos concurrents de Radio-Canada. Oui, tout d'abord, donc, découvrir une capitale en grimpant sur les toits, moi je trouve ça une excellente idée. Et puis je voudrais surtout savoir, Francis, comment vous avez rencontré cette équipe de 4 garçons, parce qu'ils sont quand même assez drôles. Bon, alors comme j'ai dit, on s'est promené à Buenos Aires, on a mené une petite enquête, on a vu qu'il y avait des fils partout dans le ciel de Buenos Aires. On est allé voir la compagnie de téléphone, et à la compagnie de téléphone, on a rencontré un opérateur qui en avait gros sur le cœur à dire, et il nous a fait rencontrer une personne, un ancien opérateur qui avait perdu son emploi et qui s'était lancé dans le business, si je peux dire, de poser des lignes de téléphone clandestines. C'est comme ça que toute l'histoire a commencé. Et donc pas de problème, vous avez pu les filmer. Sans problème. Pu les filmer sans problème. Oui, oui, même que d'ailleurs, il y a quelque chose de très drôle, c'est que cet opérateur de téléphone-là, il a réussi à nous avoir une ligne gratuitement pour le Canada. Parce que bon, ils ont des petites conduines et... Très bien. Bien, on va vous noter. Bravo. Alors, Bruno Albin pour Antenne 2. Alors moi, je trouve ça très, très bon. Alors, 8, 5, je mets 5 pour l'image. Il y a parfois des plans un peu obscurs, comme disait José Sacré tout à l'heure, pendant que nous regardions le film. Mais ces plans obscurs, ça m'est égal, parce qu'ils expriment quelque chose, il y a du contenu dans vos images. Ensuite, un 4, un 9 pour l'appréciation personnelle et un total de 31 points. Bravo. José Sacré, Télé Monte Carlo, il ne sera pas obscur. Je ne dirais pas, comme Bruno Albin, que le reportage est très très bon. Je dirais qu'il est excellent. Il est bien construit. Vous n'avez pas hésité à mettre en scène vos personnages. C'est plein d'humour. Bravo. 8, 5, 3, 4 et 10, total 30. Sophie Eke pour RTL Télévision. Bis et repetita, bravo. 8, 5, 3, 5, 10 pour un total de 31. Vincent Philippe, Terre et Repetita. Non, je parlerai grec. C'est un sujet que je trouve extrêmement original, inattendu, comme le sujet sur les mauvais tableaux en Colombie-Britannique, là, les croûtes. Et puis, en même temps, c'est drôle comme un polar. On suit ça comme un film policier. Alors, mes notes, 9, 5, 4, 5, 8, un total de 31. Voilà, Jean-Louis, vous ne notez pas, mais ils sont bons, vos petits protégés, cette semaine. Hein. 123. Oh là 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 là, vous êtes en train de crever le plafond. Didier, dernier sujet du programme d'aujourd'hui. Oui, la caméra de Jean-Claude Vauquer est en train de goûter. Alors nous allons essayer de vite terminer. Je ne peux pas demander à Roland ce qui est devenu Georges, ni à Georges ce qui est devenu Roland, puisque tous les deux ne sont pas là, coincés quelque part en Argentine. Et je pense que les frontières sont peut-être fermées à cause de la neige, et je ne sais pas quand ils reviendront parmi nous. C'est assez embêtant puisque nous devons quitter Puerto Montt dès demain pour prendre la route australe. S'ils ne recollent pas à notre équipe, eh bien ils seront définitivement perdus. Alors, le reportage d'Antenne 2 est tourné à Buenos Aires. Il s'agit d'un sujet sur une jeune femme qui a quitté son pays avant la dictature militaire. Elle y revient aujourd'hui pour évoquer sa jeunesse et son passé sous la forme d'un poème intitulé « Manuela ». Manuela revenait. Son père décédé en lui laissant une véritable fortune dans ce pays qui lui paraissait si lointain. Finalement, elle revenait en Argentine. Mais c'était comme si elle découvrait un nouveau pays. Comment peut-elle comprendre? Elle n'a pas vécu avec nous, ici, pendant toutes ces années. L'époque de la junte militaire, et puis le changement politique. Aujourd'hui, la crise, l'inflation. Qu'est-ce que ça peut bien représenter pour elle? Son père possédait une des plus grosses tanneries du pays, du cuir de qualité. Et il y a peu de temps, la rivière coulait encore.
Si Manuel avait pu voir ça. Et cette estancia de 9000 hectares dans la province de Santa Fe, où elle avait passé toute son enfance. Bien plus qu'un océan, il y a 20 ans de situations difficiles, entre hier et aujourd'hui. De la ténacité aussi, de la volonté, mais qui n'ont pas suffi. Il n'est jamais facile de suivre les traces d'une richesse passée. Manuela, peut-être nous nous rencontrerons à nouveau, après tout ce temps, par hasard, comme la première fois. Ah oui, une très très belle évocation. Moi, si j'avais été à la place de Georges et de Roland, je crois que je serais tombé un petit peu amoureux de cette Manuela. Oui, en tous les cas, bon, c'est un très très bel exercice. C'est très beau, c'est très bien tourné. Le mannequin est très beau, est très bien choisi. Enfin, la personne, la jeune femme est très bien choisie. Et je comprends pourquoi donc l'équipe d'Antenne 2 n'est pas aux côtés de Didier Régnier. Voilà. Bien, Bruno, vous vous dispenserez de commentaires puisque vous représentez Antenne 2. C'est quand même un très très bon sujet. Très beau, très beau. Alors, José Sacré. Oui, moi, les malheurs et les bonheurs de cette pauvre petite fille riche ne m'ont personnellement pas du tout touché. Cela dit, dans un repas, quand le menu est quelconque, c'est la présentation des plats qui compte, n'est-ce pas? Alors, côté présentation, on a été gâtés. Les points, 4 pour le choix du sujet, 5 points pour le traitement, 6 pour l'image, 4 pour le son du commentaire et 10 quand même, Bruno Albin, pour l'appréciation personnelle. Total, 29. Je ne savais pas qu'on avait le cœur aussi sec sur le rocher monégasque. Sophie Eke pour RTL Télévision. Moi, je m'abstiendrai de tout commentaire étant la seule femme sur ce plateau. 5, 6, 4, 7 pour un total de 27. Vincent Philippe pour la Suisse romande. Je n'utiliserai pas de comparaison culinaire. J'ai trouvé beau, mais un peu trop au niveau de la belle image. J'ai pas beaucoup plus. Mes notes, 7, 4, 5, 4 et 7. Total, 27. Jean-Louis Boudou pour Radio-Canada. Moi, je trouve que c'est un exercice de style qui est très réussi. Je ne m'étendrai pas sur l'histoire, mais je justifie mes points sur le fait que sur le plan cinématographique, il y a de superbes images et il y a des raccords, il y a des enchaînements qui sont très bons. Ceci dit, je trouve ça chouette aussi le clin d'œil à Diva et à la voiture. Les notes 7, 4, 6, 3, 10, 30 points. Pour un total, Roger, de 113 points. 113 points. Nous voilà donc arrivés au terme de cette semaine. Peut-être, Roger, pourriez-vous venir, parce que je crois, Didier, que Philippe Remakers n'est toujours pas là. Personne n'arrive, Noël. Alors, écoutez, je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire, parce que d'autres candidats ne sont pas là également. Leur cas est différent, c'est vrai, mais j'aimerais quand même savoir si ces candidats, dont sans doute Philippe Remakers, sont bloqués par un cas de force majeure, par la neige, par exemple. Didier, j'aimerais savoir,
Vous avez demandé, je crois, à Philippe Remaker de quitter Buenos Aires en même temps que son ami Serge. Exactement, exactement, et il a préféré rester une nouvelle fois, c'est ça qui pose problème, c'est que cela se passe depuis plusieurs semaines, une nouvelle fois en arrière pour réaliser un film, ce qui lui a donné 10 jours pour réaliser un film quand la plupart des candidats n'ont que 48 heures pour en tourner un, ce qui n'est pas juste pour l'ensemble des autres équipages. Une nouvelle fois, je suis passé sur cette interdiction et je lui ai donné le feu vert pour qu'il reste 5 jours de plus à Buenos Aires à une condition, qu'il nous rejoigne impérativement sur le plateau de Puerto Montt. Il n'est pas là aujourd'hui. Il ne l'a pas fait. Nous sommes à 3 minutes de la fin du programme. Je ne sais pas quelle est votre position à Paris. Ce que moi je vous propose, c'est peut-être que nous attendions jusqu'à ce soir pour avoir l'explication technique de ce retard et de pouvoir statuer en toute connaissance du dossier sur le cas de Philippe Remakers. Je crois, Didier, que maintenant, vous devez nous donner les points de bonification afin que nous puissions établir le classement hebdomadaire. Oui, là aussi, je vais vous demander à vous, Noël, et à Roger Bourgeon, une exception pour aujourd'hui, car je n'ai pas tous les paramètres qui me permettent d'établir ce classement aujourd'hui. C'est-à-dire que je refuse de sanctionner des candidats s'ils sont face à un cas de force majeure. Je veux dire que je ne peux pas sanctionner des candidats qui sont absents aujourd'hui ou qui n'ont pas pu faire de récit-étape s'ils sont bloqués par la neige. Je crois que cela serait un peu dur. Alors je vous propose de reporter l'établissement de ce classement hebdomadaire, les points de bonification de conduite, à la semaine prochaine. Voici donc comment s'établit le classement hebdomadaire. Premier, Radio-Canada, 123 points, qui sur la fin fait d'énormes progrès. Télé Monte-Carlo, 115 points. Antenne 2, 113 points. SSR Suisse. Noël Mamère. Noël Mamère. Télévision, oui. Noël Mamère, excusez-moi de vous interrompre. Les voitures arrivent et je vous assure qu'on est complètement surpris là. Je ne sais pas. Oui, quelle est la première? Venez avec moi vite. Yes. Alors écoutez, il y a en tête Roland Théron, avec à côté Georges Siciliano. Je crois que votre film, ça s'est bien passé. Vous arrivez d'où? On vient juste de la frontière. Là, on est arrivé à passer juste au début de la matinée, vers 6h du matin. Il y avait pas mal de neige. Puis là, on a roulé assez vite pour être à l'émission, comme on arrive juste. Vous avez roulé toute la nuit? Ouais, depuis Buenos Aires, ils sont partis de Buenos Aires. Donc, et Georges Siciliano n'a pas mis la voiture dans un champ de neige. C'est une exception. Robert Bourgoin, ça va? La route a été dure? Ça fait 36 heures qu'on est parti. Finalement, on a réussi à se rendre au bout, mais c'était pas facile. Bon, et Philippe Remakers, Roger Bourgeon et Noël Mamère. Philippe Remakers est là. Alors, nous étions en train de débattre de son cas. Est-ce que vous pouvez l'informer de ce qui se passe? La réponse appartient à Roger Bourgeon. Non, dans ce cas-là, c'est une grande chance. C'est une chance à 2 minutes près. Et je pense, Philippe, que tu dois remercier le ciel, même s'il pleut des cordes. Alors, je rappelle quand même le classement hebdomadaire, puisque j'ai été interrompu, je crois, avant le dernier équipage. Donc, je le reprends, Didier, pour que maintenant tous les raiders connaissent bien leur classement, car ça devient de plus en plus important au fur et à mesure que nous parvenons tout près du Cap Horn. Alors, Radio-Canada, 123 points, première de l'étape. Je disais tout à l'heure que vous aviez fait de gros progrès, continuez. Télé Monte-Carlo, 115 points. Antenne 2, 113 points. Suisse romande, 107 points. Et RTL Télévision, 101 points. Le classement général, RTL, vous êtes toujours en tête, devant Télé Monte-Carlo, suivi de Radio-Canada, de la Suisse romande en 4e position et d'Antenne 2 en 5e position. Alors Philippe, là vous avez une certaine chance finalement d'avoir participé à une émission comme celle-ci qui aujourd'hui, je crois, nous a réservé un suspense que jamais nous n'avions connu jusqu'à maintenant dans l'histoire du Grand Raid. Très bien, tant mieux, j'étais présent, parfait. Voilà, bon. Et j'espère que vous reviendrez au Grand Raid si l'émission continue. Hein. Ah oui. En tous les cas, moi, ce que je dis quand je rencontre des gens qui me posent des questions sur le Grand Raid, je réponds toujours que moi, j'ai eu la chance de participer à la course autour du monde et je trouve ça fantastique qu'on donne aujourd'hui encore, par l'intermédiaire de la télévision, la chance à d'autres jeunes de partir autour du monde parce que quand on a 18 ans, c'est merveilleux, merveilleux. Bien, Philippe, en tout cas, merci d'avoir participé à notre émission. Je vous souhaite bon vent pour vos futures aventures. Je sais que vous avez beaucoup de projets, et notamment donc cette descente de rivière dans l'Afrique de l'Est. Didier, maintenant, qu'allez-vous faire? Vous êtes dans l'hiver austral, ça ne va pas être facile. Où allez-vous vous rendre? Oui, Noël, je vais vous le dire tout de suite. Auparavant, une dernière précision de la part de tous les raiders, ce n'était pas un coup monté. C'est vrai. Alors, Guy Garibaldi, nous venons de vivre vraiment une émission, alors... Nous avons récupéré une partie des brebis égarées. Ça va? Très bien. Alors, où nous dirigeons-nous maintenant? Où allons-nous essayer de nous diriger? Alors, écoute, Pierre Valiant
est beaucoup plus au sud et va nous donner des informations, je pense, dans la journée. Cela dit, il y a deux postes possibles, enfin 2 passages possibles. Un est actuellement fermé et l'autre, je ne sais pas. Alors les dernières informations, c'est eux qui peuvent les donner. Comment ça s'est passé au passage frontière de San Carlos? Sans aucun problème. On passe à San Carlos. Oui, sans aucun problème. Bon, alors théoriquement, Guy, on va partir là-bas. Oui, mais on ressort pour un endroit qui n'est pas tellement joli au niveau télévisuel, puisqu'on va repasser dans toute la pampa argentine. C'est plat, et des moutons sur des centaines de kilomètres. En tout cas, on se lance. Noël Mamère, je vous promets que nous essayerons de faire un programme la semaine prochaine. À partir de Lago Argentino, nous serons au milieu des glaciers, en principe. S'ils n'ont pas fondu d'ici là, mais je crois qu'il n'y a aucune chance car il fait très froid ici. Je vous donne rendez-vous dans une semaine exactement avec les raiders qui pourront arriver. Bonsoir à tous et merci pour votre fidélité.